on a tendance, parce qu'il y a eu toute une école de photographie documentaire qui s'est, on va dire, voilà, intéressée à certains types d'objets, on a tendance à, je dirais presque inconsciemment, à partir du principe que ce qui est de l'ordre du vernaculaire, ou disons qui serait lié à un contexte social plutôt, on va dire, du côté... enfin, tout ce qui est lié au vernaculaire ou à l'habitat pauvre, on aurait tendance à considérer inconsciemment que ce serait presque plus réel, tu vois. Parce qu'à un moment, les approches documentaires se sont cristallisées vers ce type de contexte et ce type d'approche. Et à un moment, si tu veux, du coup, j'ai essayé de modéliser en priorité la partie qui me paraissait la plus, je dirais, la plus concrète ou la plus, du côté du réel avec plein de guillemets, parce que justement, ça lui, quelque part, ajoutait une espèce de part d'idéalité qui faisait que du coup, j'étais moins dans une opposition binaire avec d'un côté une architecture complètement idéale et d'un autre côté quelque chose qui serait de l'ordre de la réalité. Du côté, d'un seul coup, ça complique cette relation-là, parce que c'est la partie du bas qui est modélisée, mais d'un autre côté, l'image du haut a vraiment, presque l'air complètement, le plan du haut a presque l'air complètement irréel, a presque moins de poids, l'air. Et je travaille aussi spécifiquement j'essaye au maximum de produire ce brouillage, c'est-à-dire à un moment d'évacuer la question du réel ou du virtuel, parce que pour moi elle n'est pas, opérante. Voilà. Mais après, c'est une réponse à côté. En fait, c'était pour parler des problématiques de cycle, en fait. Je sais pas, il me semble, moi, en fait, qu'il y a une réelle problématique liée à la contamination. Juste pour parler de quelque chose dont on a parlé durant le séminaire, en fait, cette problématique de contamination, en fait, d'un cycle d'en haut qui contamine le cycle d'en bas, en fait, quels que soient les procédés, en fait, je ne parle pas des procédés techniques, en fait. Et je pense qu'en fait, c'est très, je veux dire, c'est un fait quand même, très, important dans ton travail, en fait. Et que, justement, cette problématique de confrontation c'est même pas une confrontation, une contamination entre une infinité négative et une infinité positive, en fait, c'est très, très visible, en fait. Et je pense pas quels que soient les procédés, qu'on puisse passer à côté, quoi. Non. Non, après, après quand même plus spécifiquement, pour parler un peu de mon travail à côté, c'est vrai que, à ma connaissance, non, mais même dans l'absolu, je crois que c'est la seule pièce, c'est la seule installation vidéo qui est en deux, avec un split screen, quoi, en deux parties. Après, je pense qu'il y a des... dans d'autres de mes travaux, il y a peut-être des questions de contamination, mais qui se jouent à un autre niveau, en fait. Je dirais que c'est la plus... c'est un peu la plus didactique aussi à ce niveau-là, quoi. La plus évidente, en tout cas, quoi. Mais qui était liée aussi au récit de Wells, c'est-à-dire vraiment au fait que, voilà, dans The Time Machine de Wells, il y a quand vraiment cette idée de deux sociétés séparées. À un moment, c'était aussi presque... finalement, le roman m'a donné la forme, en fait, de cette chose-là, quoi. Justement, comme vous revenez sur ce récit qui vous a inspiré cette forme, et que pendant votre présentation, vous avez beaucoup parlé du rayonnement social d'une architecture politique, je me demande pourquoi est-ce qu'il est... je le sens pas vraiment, en fait, quand je regarde ça, cette dimension sociale, et est-ce que c'est volontairement évacué? Non, mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est pour ça, en fait, que voilà, je précisais bien au début que disons que dans le cadre
plus spécifique de ce colloque. Voilà, j'ai choisi de parler d'objets à partir desquels j'ai travaillé, mais c'est vrai que c'était pas une... Enfin, je pense que si jamais... en général, quand je dois présenter cette pièce, je passe pas forcément par tout ce déroulé, par toute cette, je dirais, chronologie un peu du processus de travail. Disons que c'est dans le cas plus spécifique de ce colloque, avec l'idée de quand même répondre à des questions d'histoire et d'historicité. J'ai choisi là plus spécifiquement de porter mon intervention sur ce point-là. Après, pour moi, un objet d'art, pour moi, c'est à la fois comme créateur, je dirais, et aussi en général ce que j'aime comme spectateur, c'est que c'est essentiellement un objet spéculatif. C'est-à-dire, pour moi, c'est un pivot pour la pensée. C'est-à-dire, c'est un objet qui est là et qui permet de tourner, de se poser des questions diverses et variées. Mais c'est vrai que je ne suis pas persuadé qu'un objet, qu'une forme pose forcément les questions que je me suis posé moi au moment où je les faisais. Je pense que c'est un à côté et je pense qu'elle parle d'autre chose aussi. C'était vraiment aussi, voilà, j'ai porté ma réflexion sur ce point-là, vraiment dans le cadre du colloque, quoi. Pour parler de la question sociale d'un autre point, est-ce que tu pourrais nous parler du point de vue avec lequel ce point de vue subjectif en bas de la vidéo, de qui est-ce que ce serait l'œil? Sur le volet du bas, en fait, le volet du bas. Alors, le point de vue sur le volet du bas, en fait, il est essentiellement compliqué. Compliqué parce que le but étant d'essayer de... pour moi, c'est vraiment essayer de déterminer un point de vue on va pas dire qu'on soit le moins, qu'il n'en soit pas, mais j'ai surtout travaillé en fait par négativité, par soustraction, c'est-à-dire que je savais qu'il fallait que ce ne soit pas le point de vue subjectif du métro. Donc j'ai une caméra qui passe pas vraiment sur les rails. Je voulais aussi essayer de, même si, par ailleurs, disons que ça fait partie de mon bagage culturel et que c'est une forme d'image qui m'intéresse, d'être dans un registre qui soit pas celui du jeu vidéo en vue subjective. Donc je ferais que j'ai essayé que ce soit en fait quelque chose de plus, je dirais, pour moi l'idée c'était que ce soit une caméra sans corps, quoi. Donc qu'il soit une sorte de... J'allais dire presque comme un œil en fait. C'est pour ça aussi que ça traverse les murs à un moment, parce qu'il n'y a pas de... Disons que ce soit une caméra sans matérialité, parce que ces outils-là me le permettent et que ça me paraît le point de vue le plus juste en fait en utilisant ces outils. C'est-à-dire que le point de vue subjectif du métro, ça aurait été ridicule parce qu'il n'y a pas de rail, il n'y a pas de métro, il y a... Voilà, le point de vue d'un jeu vidéo à la première personne, ça m'aurait paru un contresens parce qu'on n'est pas dans le cadre d'une installation interactive. Donc voilà, c'était vraiment d'essayer plutôt d'avoir une sorte de sensation de caméra flottante. Moi, il y a des gens qui m'ont carrément parlé de spectre en fait, mais je sais pas. Dans le fait qu'il y avait presque... après, je te dis ce qu'on me dit, comme ça en plus ça m'évite de me sentir responsable de cette chose-là. Donc, mais qui m'ont parlé, dans le fait que la caméra boucle en fait. C'est presque un processus de hantise en fait. Le fait de revenir sans arrêt au même endroit et le fait de passer à travers les murs, c'est quand même vachement les fantômes qui font ça, quoi. Donc voilà, c'est pas précisément ce que j'ai voulu faire, mais j'ai trouvé cette chose-là surprenante en fait et m'a plutôt fait plaisir, quoi. Voilà.
Bon, merci. Je pense qu'on va passer en amphi. Merci.